Bonjour à tous, hein. Donc merci d'abord à Julien Loge de nous avoir proposé cette intervention, en tout cas de me l'avoir proposé il y a déjà très longtemps. Donc j'avais effectivement retenu cette journée du 10 juin pour vous accueillir au muséum et venir vous présenter une conférence. Alors ça ne peut pas se faire, mais on espère que la visioconférence va fonctionner bien aussi. On a maintenant un petit peu d'expérience de quelques mois ou en tout cas semaines derrière nous d'utilisation de ce genre d'outils avec nos étudiants et effectivement ça marche bien et en particulier, le fait que vous puissiez poser des questions par chat en même temps, ça a en général bien fonctionné, donc surtout n'hésitez pas à ça. Donc, on a aussi un petit peu peut-être revu le programme, c'est-à-dire que, quand on a repris contact il y a quelques semaines, donc on a décidé de faire, intervenir aussi un étudiant et donc, on a proposé que, Steven Kaou, qui est en direct avec nous aussi, qui est doctorant et qui participe au projet dont je vais vous parler aujourd'hui, intervienne et on a au fur et à mesure, là, dans les derniers jours en particulier, un petit peu, heu, organisé cette présentation, de manière à ce qu'on puisse intervenir tous les 2 pour vous faire part d'une expérience un petit peu différente qui est, celle d'une enseignante chercheuse que je suis et celle d'un étudiant en thèse, qui est Steven, pour, à la fois vous présenter un projet de recherche, mais aussi vous montrer ce que c'est que notre implication à tous les 2 dans un projet de ce genre. Hem, donc, on a prévu du coup de faire, 2 choses. D'une part, de vous présenter notre projet. On va faire ça à 2 voix et puis, après, à la fois Steven et moi, on va se présenter. Ce sera l'occasion de parler, ensemble, des métiers et des études, hein, en géosciences à partir de notre propre expérience. Donc on va commencer par la partie scientifique. L'idée, c'est de vous présenter le projet sur lequel on collabore, Steven, et moi. Donc c'est un projet, qui a été initié, en fait, il y a, longtemps au laboratoire par, plusieurs équipes, hein, et en particulier, une équipe du laboratoire qui s'est, associée à une équipe de chercheurs chiliens pour travailler et ça fait maintenant, de nombreuses années qu'ils travaillent ensemble sur la chaîne andine, à travers une collaboration, soutenue par l'IRD. L'IRD, c'est l'Institut pour la recherche et le développement, qui est un institut de recherche qui ressemble au CNRS, en fait. Et donc, plus particulièrement, une autre collègue du laboratoire, Stéphanie Brichot et moi, on a proposé, il y a quelques petites années de proposer un sujet de thèse, sur lequel nous avons, embauché Steven. Et ce sujet de thèse et ce projet de thèse, hein, c'est, ce dont nous allons parler ensemble aujourd'hui. D'où, le fait que, Steven et moi sommes là tous les 2 pour, voilà, pour vous présenter, ce en quoi a consisté notre, travail. Steven est en fin de thèse, donc c'est un travail qui est en cours d'achèvement. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit de travailler sur, le cuivre de l'Atacama. Et donc la présentation qu'on va vous faire aujourd'hui, ça s'appelle, Atacama des montagnes de cuivre. Et donc on va commencer par parler de ça, dans les quelques minutes qui vont suivre ou la demi-heure qui va suivre, environ, peut-être un petit peu plus. Heu, Tu veux reprendre la main 2 secondes pour, juste revérifier que tout le monde est au point, Julien? Ou, il y a encore d'autres personnes qui se sont connectées peut-être? C'est bon, je pense. Non, c'est bon? Donc voilà, donc je rappelle juste, hein, vous avez un lien WooClap pour aller poser des questions en parallèle et encore une fois, n'hésitez pas, je préfère qu'il y ait des questions qui arrivent un petit peu au fur et à mesure pour rendre l'exposé plus vivant, même si on est en visio, que de tout reprendre à la fin une fois qu'on a déjà passé le sujet, qu'on est passé à autre chose. Donc vraiment faites-le sans problème, vous utilisez le lien WooClap et on répondra à vos questions au fur et à mesure, Steven et moi. Bon alors d'abord, l'Atacama, où est-ce que ça se trouve, hein? Donc, alors là le problème c'est que moi je vais pas pouvoir vous poser des questions, donc ça c'est frustrant, mais c'est pas grave. Donc l'Atacama, où est-ce que ça se trouve? Je vais faire la réponse. Ça se trouve évidemment, en Amérique du Sud, le long de la cordillère des Andes, le long de la côte, pacifique, du continent sud-américain. Et ça se voit, très bien sur les photos Google Earth, ce désert d'Atacama. On voit cette, région désertique, qui correspond au plateau andin.
Et plus précisément, j'ai souligné, ici en jaune sur l'image. Alors, je vais faire ça peut-être un peu mieux avec le pointeur. On voit en jaune sur l'écran, surligné ce qui correspond à ce qu'on appelle précisément le désert d'Atacama. J'ai, indiqué, plusieurs villes, hein, pour vous, situer les endroits dont on va spécifiquement parler, aujourd'hui. Alors d'abord, le Chili, hein, c'est ce pays qui est tout en longueur le long de la côte pacifique, hein, qui va jusqu'au sud du continent. Je vous ai souligné la capitale, Santiago du Chili, qui est ici, quelque part un petit peu au milieu, je parle en latitude de ce long pays. Et puis, donc, on va parler spécifiquement de 2 endroits, dans l'Atacama qui sont Antofagasta. Antofagasta, c'est une petite ville côtière qui, est, la ville, qui s'est construite autour de l'activité, minière liée au cuivre, au Chili. Et puis, Chuquicamata, qui est une mine de cuivre, dont on va parler, régulièrement au cours de cet exposé, qui est située un petit peu plus au nord, par rapport à cette ville d'Antofagasta, et qui est située aussi un petit peu plus vers l'intérieur. Donc là, on s'éloigne un petit peu de la côte quand on va vers cette mine, et puis ça veut dire qu'on prend aussi de l'altitude. Antofagasta, c'est la ville universitaire aussi, proche, et donc c'est la ville avec laquelle, nous avons des contacts, universitaires et des collègues avec lesquels nous travaillons, qui sont susceptibles de nous recevoir, dont nous sommes partis ensemble pour aller sur le terrain. Et puis, Steven, vous en reparlera peut-être, il est allé y passer lui-même, quelques mois, dans le cadre, de sa thèse. Donc voilà, ça c'était pour, vous situer les choses géographiquement. Alors, ce désert d'Atacama, il a plusieurs, caractéristiques. Donc c'est un désert, ce qui veut dire évidemment qu'il pleut très peu. Sur cette carte, de l'Amérique du Sud, on voit effectivement toute la zone bordière du continent, américain, la côté ouest, qui est complètement rouge si on regarde la carte des précipitations, annuelles moyennes, réalisées sur une trentaine d'années. Alors rouge parce que ça veut dire qu'il pleut moins de 200, parfois même moins de 100, millimètres d'eau par an. C'est donc un désert, en tout cas dans cette partie, vraiment centrale ici, juste en dessous de la corne là, en fait. Et puis c'est un désert qui a la particularité d'être un désert relativement froid. Si on regarde la carte des températures, on voit que ces températures, elles dépassent pas une quinzaine de degrés. Elles sont souvent plutôt même probablement en moyenne autour de 8-10 degrés. Donc attention, hein, c'est pas un désert comme le Sahara, c'est un désert froid. C'est un désert froid évidemment parce qu'on est, en altitude, hein, mais je vais y revenir après. Je voulais juste quand même vous montrer ces courbes, de précipitations pour vous convaincre que c'est un désert, et puis pour vous montrer que c'est quand même particulièrement, extrême comme condition. Donc j'ai reporté les courbes de précipitations moyennes par, mois, sur les 2 villes dont on vient de parler, donc Antofagasta qui est la ville côtière, et puis Chuquicamata qui est une mine de cuivre dont on va reparler après. Et bah, vous voyez qu'à Antofagasta, il pleut. Alors les petites barres là représentent, le moment où il y a eu des précipitations dans l'année. Donc vous avez vu qu'à l'échelle de quelques années là, en fait, il a plu, une fois au mois de septembre. Ça nous donne une moyenne, des, précipitations qui est extrêmement basse, hein, 1 millimètre par an, pour des températures, ça c'est la courbe en rose, hein, qui sont de l'ordre de 20 degrés. Donc, comment, 1 millimètre par an d'eau de pluie, c'est évidemment extrêmement peu, sachant que cette pluie, elle tombe tout à fait irrégulièrement. Il pleut pas tous les ans, il pleut une fois tous les quelques années, et puis ça s'arrête, et puis après il pleut plus. Donc les collègues chiliens, ils racontent, régulièrement que leurs enfants là, bah, des fois, ils voient pour la première fois la pluie quand ils ont 6-7 ans, parce que, pendant tout ce temps-là, ben, il a pas plu. Alors quand on est un petit peu en altitude, hein, c'est donc, quand on est dans le relief, c'est la zone de Chuquicamata, vous voyez qu'on est à 2 700 mètres d'altitude. Donc évidemment, il fait plus froid, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la température annuelle moyenne est de 11, 11 degrés, et donc la précipitation moyenne annuelle est un petit peu plus forte, hein, c'est de l'ordre de 22 millimètres par an. C'est un petit peu plus raisonnable, mais convenez que c'est quand même encore, pas grand-chose. Évidemment, dans nos pays tempérés, il pleut, plusieurs centaines de millimètres par an, donc 5 à 10 fois plus, que ça.
Donc voilà, donc c'est un désert pas très chaud, et puis, la particularité enfin de cette zone du désert d'Atacama, dont on a déjà un tout petit peu parlé, c'est que c'est un relief on est évidemment dans la chaîne andine. Vous voyez sur cette carte des reliefs que toute cette zone correspond, à des plateaux en gros qui ont une altitude qui vont jusqu'à 4 000 mètres. Alors évidemment ça monte, un petit peu, plus rapidement, hein, sur la côte et puis assez vite, hein, on atteint ces plateaux à environ 4 000 mètres d'altitude. Alors ça explique en partie l'hyperaridité. Vous savez que plus, on est en altitude, plus il fait froid. Plus il fait froid, moins on peut mettre d'eau dans l'air, hein, donc plus l'air est sec. Et donc ça a 2 effets cette histoire de température. Donc, il y a un effet direct de la topographie qui est quelque chose que vous connaissez, hein, je pense, que quand il y a des masses d'eau qui arrivent sur les reliefs, évidemment, il va se mettre à pleuvoir en bas des reliefs parce que les masses d'air remontent. En remontant, elles se refroidissent. En se refroidissant, eh ben, elles vont condenser de l'eau puisque l'air n'est plus capable de contenir beaucoup d'eau sous forme vapeur. Et puis donc, il va pleuvoir. Alors du coup, en particulier, cette histoire-là explique le fait que toutes les masses d'air qui sont humides, qui vont venir potentiellement de la partie amazonienne de l'Amérique du Sud, toutes ces masses d'air vont déverser leur eau au pied de la chaîne andine. Là, je parle du côté est. Je ne sais pas si vous voyez la petite main. Et donc, à partir du moment où l'eau s'est déversée, ben, évidemment, l'air devient sec et il n'y a plus d'air humide qui va pouvoir venir arroser les reliefs en provenance donc de l'Est. Et puis, de l'autre côté, il y a un autre effet lié à la température qui est qu'il y a un courant froid qui parcourt la côte, hein, dont on parle assez régulièrement parce qu'elle est responsable d'un phénomène climatique qu'on appelle El Niño, ou en tout cas, il est associé à un phénomène climatique épisodique qu'on appelle El Niño. Et cette masse d'air froide, cette masse d'eau froide, pardon, qui s'appelle le courant de Humboldt, évidemment refroidit l'air correspondant. Donc toute cette partie du Pacifique Est est relativement froide. Et là encore, comme l'air est froid, il contient très peu d'eau. Donc toutes les masses d'eau qui sont au-dessus de l'océan, bien qu'on soit au-dessus de l'océan, sont en fait, possèdent en fait des teneurs en vapeur d'eau très faibles. Et finalement, on peut témoigner, hein, Steven et moi, que quand on est quelque part ici sur la côte, il y a des petites brumes qui se mettent en place de temps en temps au-dessus de l'océan, mais ça ne dépasse pas le stade de brume. Et puis dès que c'est le matin, hein, dès que l'air se réchauffe un petit peu, ben, l'eau va se reconcentrer et se remettre sous forme de vapeur dans l'atmosphère. Et puis ça s'arrête là. Donc finalement, il pleut jamais parce qu'il n'y a pas assez d'humidité dans l'air. Donc une zone très froide, une zone avec de l'altitude, hein, une zone où il pleut très peu, et puis une zone où on trouve du cuivre. Donc ça va être le sujet du jour pour nous qui sommes géologues, hein, on n'est pas climatologues, hein, mais ce qui va nous intéresser, c'est de voir, hein, les relations entre le climat, la topographie et puis une autre particularité du domaine ou du désert de l'Atacama, qui est la présence de cuivre. Alors, on retrouve le désert d'Atacama, là, ici, sur cette côte chilienne. Alors, mon point est tout petit, hein, je ne sais pas si vous êtes en grand écran, vous, mais on voit un petit point jaune ici qui correspond à Antofagasta, donc la ville côtière. Et puis, donc on va zoomer pour aller ici à Chuquicamata, un tout petit peu plus au nord, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, quand on zoome, et je vous engage éventuellement à le faire sous Google Earth, je reviens en arrière, hein, ça c'est une image Google Earth, vous pouvez aller sur Google Earth, vous tapez Antofagasta ou vous tapez Chuquicamata. Alors, Chuquicamata, c'est mieux, il ne faut pas se tromper dans les Q, les K et je ne sais pas quoi, mais donc moyennant d'avoir le bon orthographe, on arrive où il faut. Et vous allez voir que très vite, là, quand on zoome, on voit de manière extrêmement claire apparaître des taches, hein, donc ça ressemble à une sorte de gruyère, ce domaine autour de Chuquicamata. On voit des espèces de taches ellipsoïdales ou arrondies, donc ça ressemble à un vrai gruyère. Et encore une fois, ça se voit avec les images satellites extrêmement bien.
Et ces grosses taches, ce sont en fait des excavations qui correspondent à des mines de cuivre, qui sont extrêmement abondantes dans cette région du monde. Alors en particulier, Chuquicamata, c'est une des plus grandes mines à ciel ouvert du monde. Alors évidemment que ça se voit sur Google Earth, hein, l'échelle, vous voyez, c'est 10 km. Le trou principal de Chuquicamata, qui est situé ici, fait à peu près 6 km de longueur, 3,5 km de largeur, 1,2 km de profondeur. Et donc, sont extraites de cette mine 1,2 million de tonnes de cuivre par an. Je vais vous donner tout à l'heure des comparaisons avec l'échelle mondiale pour vous montrer ce que ça représente. Donc voilà, un secteur minier très important et des exploitations minières très nombreuses. Encore une fois, qui se voit très clairement. Je vous engage à aller voir ces images spectaculaires sur Google Earth dans ce désert d'Atacama. Je vous montre une vue de cette mine. Donc, on y est allé avec Steven. Hein, donc, on est ici sur une plateforme qui est au sommet de la mine et on voit toutes les fronts de taille. Hein, chacun fait entre 10 et 20 mètres de hauteur. Donc, pourriez vous amuser à compter et à multiplier le nombre de paliers par 10 ou par 20. Vous vous aperceviez que du bas de la mine, qui est à peu près en bas de l'image jusqu'au sommet, on a à peu près 1,2 km. Alors pour vous donner aussi une autre idée, les petites taches là, je ne sais pas si vous voyez la main, les petites taches ici, ce sont des énormes camions dont je vais vous montrer une photo juste après. Ce sont les énormes camions qui descendent dans la mine et qui remontent pour remonter le minerai et qui mettent des heures évidemment à faire la descente et la remontée en parcourant les plateformes qui permettent d'arriver jusqu'au sommet. Donc c'est absolument gigantesque. Alors c'est une mine qui a été exploitée à ciel ouvert jusqu'à maintenant et dont on commence l'exploitation souterraine pour voilà, donner une nouvelle vie à cette exploitation. Alors je vous parlais de ces camions. Je vous montre ici une vue au coucher du soleil de ces camions qui sont des camions énormes, hein, qui sont capables de transporter 250 ou 300 tonnes de cailloux. Et pour vous donner un ordre de grandeur, les roues de ces camions font entre 3,5 mètres et 4 mètres. Là, donc, même nous, à côté, on est tout petit, hein, à côté de ces énormes mastodontes qui parcourent la mine pour transporter le minerai. Alors, la production de cuivre dans le désert d'Atacama, c'est quelque chose de spectaculaire. En bleu, il y a la courbe de production mondiale du cuivre dans le monde depuis 1990. Alors, vous avez vu que c'est en constante augmentation, hein, comme c'est le cas pour la plupart des métaux. Et puis, on atteint actuellement environ 16 millions de tonnes de production annuelle de cuivre. Et vous voyez que le Chili en produit presque 6 à lui tout seul. Donc, autrement dit, le Chili produit 30% du cuivre mondial. Et vous voyez que sur ces 16 millions de tonnes, il y en a à peu près 1,2 qui vient de la région de Chuquicamata. Donc, tout ça pour dire que c'est vraiment une exploitation majeure pour la production de cuivre mondial. Petit mot sur ce qu'on fait du cuivre. Alors évidemment, on sait tous que le cuivre dans notre vie quotidienne, c'est important depuis longtemps. Ça a fait quand même largement rentrer l'humanité dans une ère moderne, je dirais, à la préhistoire, puisque le cuivre est évidemment allié avec l'étain pour former un alliage qu'on appelle le bronze. Hein, et donc l'âge du bronze, c'est évidemment le début d'une ère nouvelle pour l'humanité au moment de la préhistoire, enfin pendant la préhistoire. Mais évidemment, il y a eu des utilisations du cuivre très diverses, hein, depuis évidemment la formation ou l'utilisation pour les armes, pour les bijoux, pour les monnaies, évidemment. Ça, c'était très important, en particulier pendant l'Antiquité. Mais tout au cours des siècles et des millénaires, on a utilisé ce cuivre sous diverses formes. Hein. Alors parfois, effectivement, comme c'est le cas dans les images de gauche, hein, en électronique ou dans les fils de cuivre, pour les monnaies sous forme relativement pure, mais aussi en alliage. On a déjà parlé du bronze, on peut parler aussi du laiton, hein, qui est un alliage de cuivre ou de zinc. Et puis
évidemment, on utilise ça pour des raisons plus anecdotiques et plus artistiques en sculpture ou encore, pour former des instruments de musique qui forment, toute la famille des cuivres. Donc des utilisations diverses et variées. Alors actuellement, le gros de l'utilisation, c'est lié à tout ce qui est bâtiment, construction, effectivement, câblage électrique, bien sûr tout ce qui est, électronique. Il y a évidemment des milliers de mètres ou des millions de mètres peut-être de cuivre dans les fils, électriques et les câblages de tout ce qui, correspond aux véhicules, hein, dans les transports. Enfin bref, donc une utilisation très, très, très vaste, et très, très, très généralisée et croissante, du cuivre de nos jours. Alors je vous aurais bien demandé ce que vous connaissez comme minéraux du cuivre, si vous aviez été en direct. Je répondrai aux questions qui commencent à arriver, juste après. Hem, quelques minéraux du cuivre, hein, donc le cuivre peut exister sous forme native, c'est-à-dire le cuivre métal, hein, c'est celui dont je vous ai donné des images, essentiellement avant, qui est le cuivre sous forme cuivrée ou autrement dit un peu brune. Donc c'est le cuivre tout seul, c'est celui qui est conducteur, hein, le cuivre métal, donc encore une fois on appelle ça le cuivre natif. Et puis, il y a plein de minéraux du cuivre où le cuivre est sous forme de carbonate, par exemple, ou de phosphate, dont on connaît un certain nombre, qui sont utilisés, par exemple, en joaillerie, comme la malachite, qui est un carbonate de cuivre, ou le turquoise, qui est un phosphate de cuivre, voilà, qui sont des minéraux qu'on connaît tous. Hem, avant de avant de passer à cette diapo-là, je réponds à quelques questions. Hem, alors je vais répondre à 2 questions qui concernent les mines. Donc la première question qui a été posée, c'est: «Quelle est la différence entre mine et carrière?» Alors il y a pas de différence, il y a pas de définition. Hem, c'est un petit peu l'usage. Hem, Grosso modo quand même, on parle plutôt de mine quand on va chercher, des minerais, des métaux et cetera qui sont mélangés à d'autres matériaux. Et on parle plutôt de carrière quand on va vraiment exploiter la roche dans son ensemble. Donc on va parler d'une mine de cuivre, d'une mine de fer, mais on va plutôt parler d'une carrière de marbre ou d'une carrière de calcaire. Mais c'est pas, c'est un peu l'usage, hein, la question se pose souvent. Enfin, en tout cas, c'est une question qui nous est souvent posée. Il y a pas de vraie bonne définition. Mais c'est vrai, voilà, plutôt carrière de marbre, carrière de granit et plutôt mine de cuivre, mine de fer. Si je peux Voilà. rebondir, Stéphanie. Oui, vas-y. Bon, une autre voilà, différence aussi, c'est que peut-être les carrières, c'est plus pour extraire des matériaux de construction. Donc, comme Stéphanie l'a dit, le marbre, le granit, le calcaire qu'on va utiliser par exemple aussi dans la construction. Et les mines, c'est pour, on va dire, extraire des métaux. Voilà, donc comme le cuivre, le fer. Mais encore une fois, comme elle a dit, il n'y a pas vraiment de distinction claire. Donc on peut prendre la différence sur la nature du matériau. Hem, il y a une deuxième question ou 2 questions qui se ressemblent un petit peu, qui sont liées à l'exploitation. Donc la première question, c'est: «Est-ce bon pour l'environnement d'enlever tout le cuivre de cette chaîne de montagne?» Et la deuxième question, c'est: «Est-ce que le renouvellement du cuivre est rapide à l'échelle du temps humain?» Alors c'est pas tout à fait les mêmes questions, mais ça a à voir avec ces questions d'exploitation sur lesquelles on va pas beaucoup revenir après parce que c'était pas notre vrai sujet à nous, on en reparlera. Mais, donc je vais essayer de répondre aux 2 là aussi, Steven, si tu veux compléter. Alors est-ce bon, pour l'environnement d'enlever tout le cuivre de cette chaîne de montagne? Évidemment non. Hem Comme toute exploitation, c'est une exploitation qui a des inconvénients. Le premier inconvénient, vous moi j'ai un petit message comme quoi il y a des petits problèmes de connexion. S'il y a des soucis, vous me dites, j'enlèverai la vidéo. Donc je reprends. Donc, 1er problème, hein, je vous ai, mis le doigt dessus ou l'œil dessus tout à l'heure. Il y a quand même un effet, visuel très, très fort. Comme je vous dis, ça se voit, sur les images Google Earth, vous avez même pas besoin de zoomer beaucoup, quoi. Donc, évidemment, il y a une destruction du paysage liée à ces mines qui est énorme.
Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est, lié aux techniques d'exploitation, en tout cas le deuxième problème visible. Alors, il faut savoir que pour extraire le cuivre, la première étape, ça consiste à, soumettre les gravats dans lesquels le cuivre est mélangé aux roches encaissantes à des flux d'acide sulfurique. L'idée étant que l'acide sulfurique va dissoudre les minéraux du cuivre, dissoudre le cuivre, du coup, au mettre en solution le cuivre. Et ensuite, donc, ce cuivre qui est lessivé par l'acide sulfurique, ben, va être, enfin, en tout cas, l'acide sulfurique va être récupéré. Et puis, c'est cet acide sulfurique qu'on va traiter ensuite en usine pour extraire par électrolyse essentiellement hein, le cuivre de cet acide. Et donc ça se fait quand même grosso modo à ciel ouvert. Donc il y a des espèces de gros terrils, hein, enfin, des immenses collines finalement, qui correspondent à ces accumulations de mélange hein, de cuivre et de roches qu'on va asperger d'acide sulfurique et puis on recueille en bas hein, ces flux d'acide pour aller les récupérer et les traiter. Alors évidemment, il est censé maintenant y avoir tout ce qu'il faut à la base avec comment, des toiles imperméables, enfin en tout cas de quoi recueillir l'acide et soi-disant faire en sorte qu'il n'y ait pas de fuite et qu'il n'y ait pas d'acide qui soit épandu dans l'environnement. Mais il n'empêche qu'on peut quand même un petit peu douter de ça. Oui, Steven. Pour rebondir aussi sur ces problèmes environnementaux, il y a aussi la problématique de l'eau. Comme vous le savez, on est dans un désert, donc un désert voilà, hyper aride. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Et les entreprises minières, il faut savoir qu'elles pompent énormément l'eau des nappes phréatiques qui entourent les mines. Et à côté de ces mines, il y a aussi des communautés villageoises. Et donc, ça fait qu'il y a une raréfaction de l'eau dans le désert parce que les entreprises minières accaparent, on va dire, toute l'eau et ne laissent presque rien voilà, aux communautés villageoises. Donc là, c'est aussi un problème important. Donc, en plus de prendre de l'eau, elle pollue aussi les nappes phréatiques derrière, comme Stéphanie l'a dit, avec l'acide sulfurique, qui est aussi, voilà, source de beaucoup de tensions dans le désert d'Atacama. Alors, cela dit, évidemment, c'est des zones dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de population, c'est des zones dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de végétation, il y a c'est des zones dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de faune. C'est des zones désertiques et c'est des zones immenses, hein. Donc les effets directs sur les populations sont probablement plutôt moindres par rapport à si ces mines étaient ailleurs. Mais d'un autre côté, effectivement, c'est des territoires qui sont très spécifiques, où il y a des faunes et des flores très spécifiques et très endémiques. Et donc, évidemment, c'est quand même un vrai souci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand même le Chili, c'est un pays très occidentalisé. Donc, je pense qu'il y a une conscience environnementale qui est relativement bonne, ou en tout cas qui est en progrès. Mais voilà, il n'empêche, vous avez vu la quantité énorme de matière qui est traitée dans ces endroits, et donc ça ne peut pas ne pas poser de questions. Et donc j'en viens à la deuxième question. Est-ce que le renouvellement du cuivre est rapide? Ben, on va en reparler en fait hein, de ça. C'est évidemment un vrai problème pour le cuivre comme pour toutes les réserves métalliques ou la plupart des réserves naturelles, hein, qui est que ça met longtemps pour se former, mais surtout souvent, enfin, et pour moi c'est le problème majeur, il y a des périodes clés dans l'histoire de la Terre où les ressources se forment. Et, heu et du coup, une fois que cette période est passée, et ben, parfois les conditions ne reviennent pas. Je pense par exemple au charbon. Vous savez tous que le gros des ressources de charbon correspond à une période qu'on appelle le Carbonifère, donc qui est une période de l'ère primaire. Ben voilà, les ressources se sont formées essentiellement à ce moment-là, donc je dis pas qu'il y en a pas qui se forment après, mais ça s'est passé une fois il y a longtemps et ça reviendra peut-être plus. Donc la difficulté, c'est que justement, il y a pas vraiment de renouvellement, hein. Souvent, il faut des conditions très spécifiques pour créer des ressources naturelles et s'il faut attendre, 50 millions d'années ou 500 millions d'années pour que pour que ça revienne et ben, ça va évidemment poser des problèmes pour l'humanité.
Donc évidemment, ça c'est un vrai souci, l'absence de renouvellement des réserves naturelles. D'où l'idée qu'évidemment, si on veut avoir une gestion durable de tout ça, il faut vraiment qu'on travaille sur le recyclage de ces métaux et qu'on puisse les faire durer longtemps, enfin, et ne pas continuer d'exploiter à outrance. Vous avez vu la courbe tout à l'heure, je reviens en arrière, là, c'est des courbes qui sont peut-être un peu moins croissantes que ça l'a été dans les années, à partir des années 70 ou 80-90, mais il n'empêche, c'est quand même très, très préoccupant. Bon, le temps passe très vite, je vais avancer un peu. Pour vous dire que notre problème à nous, c'était pas forcément un problème minier, c'était de comprendre pourquoi il y a cette conjonction tout à fait exceptionnelle dans le désert d'Atacama entre, vous l'avez vu, un climat hyper aride, des réserves de cuivre absolument exceptionnelles, hein, et puis un relief qui est aussi un relief particulièrement élevé. Et donc il y a une figure qui illustre très bien cette coïncidence, qui est cette figure ici, dans lesquelles vous avez les petites crêtes là, qui représentent le relief andin. C'est sur une coupe depuis le nord, ici, à gauche, vers le sud, à droite. Donc on voit hein, le relief qui augmente, puis qui rediminue. On voit en dégradé de couleur les précipitations. En rouge, c'est quand il y a moins de 10 millimètres d'eau par an. Et puis en bleu moyen, là, on a plus de 1000 millimètres d'eau par an. Et puis il y a les petites mines là qui sont représentées. Et on voit évidemment que les mines de cuivre sont d'autant plus importantes hein, qu'on est dans les zones de fort relief au cœur de la chaîne et dans les zones les plus arides. Donc notre question, c'était d'expliquer, ou en tout cas de donner des éléments de réponse pour cette coïncidence.